Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va nous aider à traiter une thématique liée au coaching, une thématique qui consiste à reconnaître toutes les étapes, quelles sont les étapes nécessaires pour devenir un bon coach. Et aujourd'hui, je reçois un expert qui va nous guider par rapport à tout ça. Aujourd'hui, je reçois Lionel Calderini. Bonjour Lionel, Bonjour à toi, Olivier. et merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. C'est un plaisir pour parler de coaching, donc c'est toujours un plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter, Lionel, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore? Ouais, alors moi je m'appelle Lionel Calderini, donc aujourd'hui j'ai l'immense chance sur la moitié de mon temps de former des coachs qui deviennent certifiés d'une école et qui peuvent devenir des coachs professionnels. Je fais ça depuis 5-6 ans maintenant, donc je suis directeur de l'école de coaching francophone. J'ai un parcours assez atypique parce que je viens du monde du sport, ce qui est vraiment une grosse marque de fabrique de ma façon de voir les choses dans le métier de l'accompagnement. Donc, j'étais un joueur de tennis il y a très longtemps. Quand je vois la distance, quand j'étais joueur et quand j'ai arrêté maintenant, ça fait plus d'un quart de siècle. Donc, on va peut-être en parler, ça fait un peu vieux comme ça. Après, j'ai été entraîneur pour la Fédération française de tennis pendant 25 ans, où j'ai entraîné le haut niveau, j'ai dirigé des régions, départements, enfin voilà, j'ai fait un peu tout ce qu'on pouvait faire en tant que cas technique pour la Fédé de tennis. Et un jour, au détour d'une rencontre dans un TGV, j'ai basculé ce que je faisais avec les joueurs de tennis et après aussi avec des sportifs de haut niveau. Je suis allé le faire à Paris avec des hommes politiques et puis avec des managers, à les accompagner à la performance, à les accompagner à leur posture, leur présence, vraiment à l'efficacité. Et après, donc, comme j'étais associé avec Paul et qu'on était en train de monter une école de coaching, euh, j'ai basculé dans la formation, comme je fais à chaque fois. Finalement, je suis quelqu'un qui déteste la routine, mais je fais tout le temps la même chose, en fait. Dans les domaines que je fais, je deviens spécialiste du terrain et après, on me demande de former les gens à comment moi je vois le terrain. Je l'ai déjà fait dans le cadre du tennis. J'ai été entraîneur, cas technique, et après, j'ai formé les entraîneurs. Je refais la même chose dans ce métier-là. Donc aujourd'hui, je passe mon temps à former des coachs. J'en forme pas beaucoup parce que je veux juste former 75 personnes par an. Je veux pas être une machine à former des gens dans ce métier-là, mais je veux former des personnes de haut niveau dans ce métier-là. Et puis la autre partie de mon temps, c'est que je pense que c'est quelque chose que les coachs devraient tous faire, c'est pas s'éloigner du terrain. Les formateurs, les coachs, vraiment rester vraiment sur le terrain. Donc l'autre moitié de mon temps, c'est que j'accompagne encore des structures, des sportifs, à la performance, à l'exigence, à l'intelligence collective, en collectif et en individuel. Voilà quoi, je passe mon temps et qui je suis un petit peu. Ok. Est-ce que ça te motive qu'on parle des étapes pour devenir un bon coach? J'imagine que oui, moi je connais la réponse. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, quelles sont les étapes, comment commencer dans ce métier pour les personnes qui aimeraient se lancer en fait et qui se demandent dans quel ordre prendre les choses, dans quel ordre commencer, qu'est-ce qui est important, à quel moment en fait? Mhm. Déjà, la première chose, c'est qu'il faudrait déjà se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un bon coach. C'est déjà pas simple à répondre à cette question-là. Moi, je connais plein de gens dans ce métier-là qui se disent bon coach, mais on est un bon coach par ego. Il faudrait savoir ce que c'est qu'un bon coach. Il n'y a que les personnes qu'on accompagne qui pourraient être éventuellement satisfaits du travail qu'on fait. Et un bon coach, est-ce que c'est quelqu'un qui a de la technique? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un lien très fort? Est-ce que c'est super complexe que ce métier-là à le trouver? Donc, c'est que je crois que la vraie définition, c'est comment être une personne qui arrive à mettre l'ensemble de son potentiel au service des autres et à leur croissance. C'est peut-être intéressant de plutôt voir le truc comme ça. Je crois que pour faire ce métier-là et arriver à en faire un métier qui fonctionne, euh, la première des étapes pour moi, c'est de se former correctement. C'est bien la difficulté de ce métier-là, c'est qu'on peut le pratiquer aujourd'hui, ça va pas durer très longtemps. On peut le pratiquer en n'étant pas formé. Tout le monde peut dire demain, euh, je suis coach, je suis là. Donc, pour moi, accompagner une personne, on va sortir peut-être du mot coach, mais accompagner une personne, parce qu'il y a plein de techniques d'accompagnement, c'est une responsabilité, c'est un engagement, il faut le faire correctement. C'est pas parce qu'une fois, on a donné un conseil à quelqu'un que ça a fonctionné ou qu'on a énormément d'empathie et qu'on sera performant dans ce métier-là. Donc, pour moi, la première étape, c'est
de se former correctement. Et il y a plein d'écoles qui forment très bien les coachs. Et après, je crois que c'est comme le sport. À un moment donné, c'est de pratiquer énormément pour apprendre à faire ce métier-là. Je crois que les écoles aujourd'hui, enfin du moins la mienne, j'apprends à décoller aux gens dans le métier et à atterrir si c'était des pilotes. Par contre, apprendre à voler dans ce métier-là, ça va prendre des années, quoi. Donc, c'est pas apprendre le métier intellectuellement au départ, c'est se former et pratiquer énormément avec la réalité de terrain, pratiquer énormément avec des personnes et prendre les écoles de coaching comme des laboratoires d'expérience et pratiquer avec des vrais clients et pas avoir peur au départ de faire des erreurs, de prendre des risques, de faire des erreurs dans sa formation parce qu'après, avec des vrais clients qui payent, généralement, on osera moins. Donc, je crois que les 2 premières étapes, c'est de se former, de pratiquer énormément, quoi. Et Mm. quant à ce qu'à être un bon coach, je me souviens, c'est juste de l'humour, mais je suis pas sûr qu'il était dans l'humour quand il m'a répondu ça, parce que moi, j'ai fait un mémoire quand j'étais à la Fédé de tennis sur qu'est-ce que c'est qu'un bon coach et un bon entraîneur. D'accord. Donc, j'étais déjà là-dedans. Et un de mes mentors qui s'appelle Alain Cardon, moi, je Mm. ne sais pas si tu Yes. vois qui c'est, Ouais, voilà, bah, c'est un tout à ami à fait. moi. J'ai C'est beaucoup un ami à d'admiration. moi et une fois, je lui ai dit, c'est quoi pour toi un bon coach? Il me fait, bah, c'est super simple. On sait quand quelqu'un est un bon coach, tu regardes son agenda et ses tarifs. Voilà. S'il a des tarifs corrects, voire élevés, et que son agenda est plein, comme c'est la réalité de terrain Mm. qui donne la vérité, ben, c'est que c'est un bon coach. Ouais. Parce que comme dans ce métier-là, si on n'est pas très bon et que c'est un métier de bouche à oreille, ça va vite, quoi. Voilà. Mm. Donc, c'est peut-être de l'humour, mais je trouve ça assez Ouais, c'est intéressant. hyper pragmatique, quoi. Yes. Super. Ouais, donc se former, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ouais. Se Dans faire l'étape. suivre, faire des feedbacks, se faire suivre, faire des feedbacks, de ne pas avoir peur d'erreur. Et surtout, un truc qui est important, rester dans l'humilité de se dire qu'un coach, finalement, c'est quelqu'un qui est coaché en permanence. Et avoir l'humilité de se dire qu'on va autant apprendre à son client que le client va nous apprendre. Mm. Finalement, quand on accompagne quelqu'un, c'est d'avoir l'humilité que finalement, bah, tout ce qu'on travaille avec tous les clients qu'on a, on a peut-être aussi, nous, besoin de les bosser. Donc, rester dans cette posture-là, quoi. Yes. Yes, ok, ça marche. Donc, tu parles de l'aspect formation. L'aspect formation, qu'est-ce qui est important en fait en priorité quand on se forme? Après, il y a différentes formations. Il y a des formations longues, il y a des formations moins longues. Si je peux te parler de moi, ce qui est important dans une formation de coaching, Ouais. je pense que c'est un métier qu'il ne faut pas intellectualiser. C'est un métier de pratique et d'expérience sur lequel il faut arriver à avoir un tronc commun, un squelette. Et après, c'est avec la réalité de terrain qu'on va se mettre tous les muscles autour de ce squelette-là. Donc moi, je suis pour des formations impactantes, courtes, avec des groupes qui ne dépassent pas 10 à 15 personnes pour que la formation soit individualisée sur les personnes dans la salle. Et je crois surtout à des formations dans le coaching où très rapidement, moi je vois dans mon école, c'est au bout du 4e jour, on pratique tout le temps avec des vrais clients. Mm. Donc, c'est des personnes qui viennent dans l'école se pratiquer avec des superviseurs qui font des feedbacks. Et comme je viens du monde du sport, je crois au feedback, je crois à l'apprentissage en permanence, mais je crois à la réalité de terrain. On peut se masturber le cerveau en faisant des jeux de coaching entre stagiaires, en pensant qu'on sait faire. Ok, sauf que la réalité de terrain, c'est un autre job. Avec les personnes, quand elles viennent avec leurs vraies thématiques, parfois avec leurs vraies problématiques, c'est un autre enjeu. Et si on ne l'a pas pratiqué pendant la formation, quand on se retrouve tout seul après, et on peut se retrouver surpris, quoi. Voilà, donc je crois aux formations courtes, impactantes, où il y a peu de personnes dans la salle, je t'expliquerai pourquoi après, et surtout où on pratique avec des vrais clients dans la formation. Pourquoi peu de personnes dans la salle? Moi, j'aime bien être autour de 10, 12, 15 maxi. Mais par exemple, quand je suis à 15, j'ai toujours 3, 4 personnes ressources avec moi pour que les gens arrivent à progresser plus vite. Parce que je crois qu'un coach qui fonctionne dans la réalité de tous les jours, en dehors de la formation, qui a des clients, c'est un coach qui a réussi à développer son identité, sa différence et son style. Ce qui veut dire que dans une formation, il faut que la formation arrive à ne pas former des moutons qui font tous la même chose, mais arrive à former des moutons noirs qui arrivent à développer leur propre personnalité, leur propre style et leur propre différence. Moi, je suis content quand en fin de formation,
les clients qui viennent se faire coacher dans la formation et qui font leur feedback à leur coach et qu'ils ont eu 3 coachs dans l'après-midi, ils disent, mais en fait, vous avez tous fait la formation, mais c'est bizarre parce que vous êtes tous différents. J'ai pas eu l'impression de faire 3 fois la même chose. Bah, ça, c'est bien parce que c'est là-dessus qu'on va être différent sur le terrain et c'est là-dessus après que ça va changer dans le business, quoi. Parce que les gens, ils n'achètent pas du coaching, ils achètent le coach. Donc, autant avoir un vrai style, une vraie différence, ok, et être présent, quoi, et se connaître. Yes. Quel est, selon toi, s'il y avait un point de vigilance hyper important pour livrer un bon coaching, ce serait lequel? Pour moi, c'est de savoir pour quelle raison on fait ce métier-là, en fait. Il faut vraiment que ça soit un métier de passion, c'est un métier où on se met au service des autres, ok, où on met tout son potentiel au service des autres. Ça peut être un métier ingrat parce que parfois, même moi, avec l'expérience que j'ai, des fois, je me retrouve avec une difficulté, c'est de me dire que je fais que du blabla à la fin. Je fais que poser des questions, je fais que travailler sur des exercices, des choses. Donc, être complètement aligné avec soi-même, mais d'être au clair que aussi sur une dimension, c'est qu'on est là pour accompagner les personnes à réaliser leurs objectifs, à réaliser leurs projets, mais qui ne nous appartiennent pas. Et que surtout, on est quand même tributaire de ce que les autres vont faire, du travail que nous, on fait avec eux. C'est-à-dire que vraiment être détaché de, de se dire je réussis parce que les autres réussissent ou je réussis pas parce que les autres réussissent pas. Ça leur appartient. D'accord. Donc, pour répondre à ta question, c'est d'être aligné, c'est de savoir pour quelle raison je fais ce métier, parce que c'est vraiment un métier de service dans lequel il ne faut pas se perdre. Et surtout, quand je dis pour quelle raison on fait ce métier, c'est que c'est un métier passion, c'est un métier où moi je le fais, c'est un métier où il faut arriver à être suffisamment clair pour savoir avec quelle personne on a envie de travailler, sur lequel on a le droit de dire non. Je ne travaille pas avec ce profil de personne, je ne travaille pas sur ces thématiques-là. Exemple, moi, je vais le revenir, je ne veux pas revenir en arrière. Je viens du monde du sport, donc de la performance. Je viens aussi du monde du luxe et des choses. Donc, j'aime le haut niveau, j'aime ce qui est tout ça. Et j'adore bosser sur les entreprises, les personnes ou les projets à fort enjeu. Même si je suis capable, entre guillemets, c'est de l'humour ce que je vais dire, hein, mais c'est pas maman qui va venir se faire coacher par moi si elle a un problème de couple. Ça ne veut pas dire que je suis pas capable de le faire, mais ça va pas me faire kiffer. Donc, je vais plutôt dire je t'envoie sur un autre coach, voilà, plutôt que de le faire. Donc voilà, c'est de savoir pour quelle raison on fait ce métier-là, et surtout ne pas le faire en se disant bah tiens dans ma vie je sais plus trop quoi faire. Bah coach c'est à la mode, c'est intéressant, donc tiens j'ai donné 2-3 conseils, ça marche, donc je vais en faire quelque chose. C'est un vrai projet derrière, quoi. Hmm. Hmm. Ok. Je vois beaucoup de personnes qui commencent en fait et qui flippent parce qu'elles ont peur de commettre des erreurs, elles ont peur de foirer un truc. Euh, Quelle serait selon toi la pire des erreurs qu'on pourrait faire dans ce métier? En commençant. La pire des erreurs qu'on peut faire dans ce métier, c'est de créer de la dépendance chez l'autre. Ouais. Voilà. Après, on ne peut pas faire d'erreurs. On peut faire des erreurs, mais il n'y a rien de grave. Du moment où on fait avec amour, avec empathie, on ne peut pas faire d'erreurs. Parce que de toute façon, le client, lui, va arriver à faire des liens et va s'en ressortir et va arriver à faire quelque chose. La plus grosse erreur pour moi, c'est de ne pas travailler à son inutilité, c'est de créer de la dépendance chez l'autre. Et ça, par contre, je peux te répondre à la question, qu'est-ce que c'est qu'un mauvais coach? C'est quelqu'un qui crée de la dépendance Ouais. chez l'autre. Ça s'appelle un C'est le gourou. client qui, à chaque fois qu'il a une question ou un truc dans sa vie, il faut qu'il appelle son coach pour que son coach lui dise oui, c'est ça ou non, c'est ça. Ça, Mm. pour moi, c'est pas un bon coach, c'est un mauvais coach. Mm. Mm. Ouais, donc, c'est amener la personne vers l'autonomie. Ouais, c'est ça, c'est créer la liberté de l'autre, l'autonomie, la responsabilisation de l'autre. Quand je dis travailler à son inutilité, c'est dans le temps, très rapidement, que le client, bah, il n'ait plus besoin du coach, quoi. Mm. Soit capable de se déployer de ses propres ailes. Ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas longtemps avec les personnes qu'on accompagne. Par exemple, moi, j'ai des contrats avec des personnes où ça fait 1 an qu'on bosse ensemble. Okay, mais on sait toutes les semaines. Mais on n'est pas sur une seule demande. On est sur des gros projets d'entreprise ou des gros projets de vie ou des trucs comme ça. Donc, on a 50 trucs à travailler en même temps.
mais la personne, en permanence, elle est dans l'autonomie de ses choix, dans l'autonomie de ce qu'elle décide de mettre en place. Tu vois, ça, c'est important. C'est ce que je retrouvais aussi dans le tennis à l'époque, ou ce que je vois sur les matchs de foot quand j'étais un peu dans le foot. Quand les équipes de foot ou que le joueur de tennis ne peut pas jouer, si son entraîneur n'est pas au bord du court, ou à lui dire à chaque fin de jeu ou tout ça, fais ci, fais ça, c'est que pour moi, dans l'entraînement, il y a quelque chose qui s'est mal passé, quoi. L'action appartient à celui qui est en train de la faire. Donc nous, on doit être que spectateurs, tout ça. Quand je vois sur les terrains de foot, je veux bien que l'entraîneur recadre la stratégie, mais obligé encore de dire des trucs à ses joueurs, c'est peut-être que les joueurs ne sont pas dans une dépendance complète quand ils sont sur le terrain. Pourtant, c'est eux qui jouent, quoi. Ils sont responsables quand même. Ouais, c'est cette responsabilisation aussi du coaché par rapport à ses résultats, quelque part. Ouais, mais ça va aussi sur le nombre de séances qu'on fait. Quand on dit à un client, on va partir sur 10 séances, c'est comment on le sait qu'on doit partir sur 10 séances? J'en sais rien. Je sais juste que quand on dit à un client au départ, voilà, moi je bosse sur 10 séances, le mec il va mettre 10 séances pour le faire, pour avoir son résultat. Si on lui dit on part sur 3 séances, il va arriver à le faire en 3 séances. Faites ça en entreprise, si vous accompagnez des fois des entreprises qui vous disent nous on a 1 an pour restructurer l'entreprise. Ok, mais si je suis à toutes les entreprises, si tu leur dis ouais, mais si dans 3 mois on n'a pas réussi à le faire, l'entreprise elle coule, est-ce qu'on y arrive? Ils disent oui. Donc, ok, c'est ça, travailler à son inutilité. Je suis d'accord que niveau business, il vaut mieux vendre 10 séances que 3. Sauf que quand on est performant sur du temps court, on est payé plus cher et généralement le client il enchaîne sur d'autres choses derrière. Ouais, je suis totalement aligné. C'est un choix. C'est la loi de Parkinson. Tout espace est voué à être rempli, quoi. On donne 10 séances, on propose 10 séances, les 10 séances elles sont consommées. Ouais. Voilà, donc c'est à voir. Yes, ok. Si tu devais rencontrer le Lionel qui, il y a quelques années, qui commence dans le coaching, qu'est-ce que tu lui dirais avec l'expérience que tu as maintenant pour qu'il aille vers l'épanouissement dans ce métier, qu'il l'atteigne le plus rapidement? Qu'est-ce que je me dirais? Fais attention à garder du temps pour toi et pas donner tout le temps du temps aux autres. Voilà, je pense que je te dis, c'est qu'on peut se perdre, et ça m'arrive dans ce métier-là, de garder du temps pour faire d'autres choses que je fais maintenant, hein, tu vois, mais à un moment donné, j'étais à 7 jours sur 7, à droite, à gauche, je passais du Maroc à la Guadeloupe, à Lyon, un machin, un truc, j'arrêtais pas. Il y a un moment donné, quand on est en surdose comme ça, il faut être présent, parce que quand on est moins bien soi-même, on est moins bien pour l'autre. Donc, d'être capable de mieux gérer mon temps, de faire attention à ça. L'autre chose, pour bien faire ce métier, je dirais, fais-en un autre en parallèle, qui n'a rien à voir. Okay. Construis quelque chose, investis dans des choses, construis dans la pierre, parce que le coaching est tout sauf de la pierre. Tu vois, c'est même si je dis à mes élèves qu'il faut ramener le client à un moment donné dans la pierre, vraiment dans le dur, pas seulement de là-haut perché, il faut les ramener dans la matière. Je crois que ce sera moi, si à l'époque j'avais su ça, je crois que j'aurais fait autre chose à côté, comme on voit beaucoup là, d'investir je l'ai fait, mais d'investir dans de l'immobilier ou d'autres choses, ou tout ça qui amène une sécurité derrière pour pouvoir être tranquille sur l'autre métier. Parce que je pense qu'un coach, aujourd'hui, c'est ce que j'ai obtenu. Mais au départ, quand on commence sa carrière, si on n'a pas de sécurité de l'autre côté et que le coaching devient vital pour gagner sa vie, on n'est pas forcément dans une bonne posture au départ. Parce qu'on est prêt à tout accepter pour faire ce métier-là. Alors qu'on a le droit de dire non sur des choses. Sauf que je comprends que pour des jeunes coachs, au départ, on accepte tout, même des choses et des contrats qu'on ne devrait pas accepter parce qu'on est pris au piège dans le système. Donc, construis quelque chose, mettons en place une sécurité pour pouvoir faire ton métier plus librement. Donc, si les deux conseils que je me donnerais déjà, c'est pense à garder du temps pour toi. Ok. Commence ce métier-là avec de la sécurité. Et la dernière chose, ce serait de continuer de te former en permanence. Continue de lire, continue de te former, parce que c'est pas parce que tu as appris une technique ou que tu es performant sur le terrain qu'à un moment donné, il faut pas continuer d'apprendre et apprendre d'autres techniques, apprendre pour faire un peu après sa mayonnaise, créer sa
technique. Voilà. Moi, c'est ce que je disais avec des coachs que j'ai formés. On était en réunion il y a 10 jours. On parlait de ça et moi, je disais, moi, un des trucs importants pour moi dans l'année, là, c'est de me remettre à me former un petit peu sur d'autres choses. Parce que j'ai pas pris le temps de ça. Donc voilà, seulement pour avoir un peu d'ouverture d'esprit sur d'autres choses, quoi. Tu vois. Et c'est là ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les séminaires manquent, ou tu passes sur le séminaire d'un collègue ou d'un truc, tu dis tiens, ça c'est intéressant. Voilà. Donc voilà. Continuer de se former, prendre du temps pour soi et faire ce métier-là avec une sécurité à côté pour avoir une bonne posture au départ. Ok, excellent. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs livres à conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans le coaching ou qui veut approfondir? Ouais, il y en a plein de bouquins. Moi, les seuls que j'ai lus, c'est ceux d'Alain que je vous ai dit tout à l'heure, là. Ouais, Tout d'Alain Cardon, il fait des super pardon. bouquins. Il en a sorti un là maintenant qui est bien sur tous les jeux entre le coach, le client, tout ce qui se passe. Il est super intéressant. Je n'ai plus le titre en tête, mais prenez des références d'Alain Cardon ou de Vincent Lénart, tout ce qu'ils ont écrit. C'est intéressant. Et puis, il y a un bouquin sur lequel je suis tombé l'autre jour. Au départ, j'avais pas envie de l'ouvrir, ce truc-là, machin. C'était coacher pour les nuls, coaching pour les nuls. Mais finalement, des fois, c'était tellement simple qu'il y a des trucs pas idiots à l'intérieur, quoi. C'est simple et c'est pas idiot, quoi. Donc, voilà, je crois que, voilà, je baserai sur tout. Je les ai peut-être là. Attends, côté, là, est-ce qu'ils sont là, les bouquins? Ouais, Secret Coach, tu vois, il y a plein de. Ouais, déjà, les bouquins d'Alain Cardon, ce serait intéressant. Qui sont simples, voilà. Après, il y en a plein. Mais à un moment donné, je crois que c'est bien de lire beaucoup. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est de pratiquer et à la fin, pas faire une technique, c'est devenir le coaching et créer sa propre technique en fonction de sa personnalité et sa différence. C'est-à-dire que c'est bien de lire plein de bouquins. Le plus important, c'est d'avoir tous les ingrédients devant soi et de faire sa propre mayonnaise, faire sa cuisine et d'être reconnu pour ça, quoi. Ça, c'est le plus intéressant. Et après, d'écrire son bouquin sur sa technique, quoi. Voilà. Yes. Super. Puis mettre en place, utiliser sa créativité pour faire sa sauce, faire sa cuisine. C'est ça. Du moment, de toute façon, où on est dans une bonne posture, qu'on est au service de l'autre, qu'on est vraiment dans une présence et dans l'amour et la bienveillance de la personne qu'on accompagne, ok, autant se lâcher avec sa créativité sur la technique et arriver à faire sa mayonnaise entre la posture de coach, toute la questionnologie, la façon d'utiliser des stratégies, mais en y rajoutant un petit peu de PNL ou d'énéagramme ou de choses, tout ça. Parce que faut pas oublier que le seul truc qui compte, c'est d'être performant pour le client. Ça, on l'oublie, quoi. Mais c'est juste le seul truc pour lequel on est payé, quoi. C'est d'être performant. Ouais, je suis Donc totalement. un coach, c'est un ensemble de potentiel qu'il a, qu'il doit mettre au service de l'autre. Et effectivement. Et une chose que je t'ai pas dit, c'est que pour moi, un coach, dans son identité, c'est quelqu'un qui a une culture générale incroyable. D'accord? C'est-à-dire qu'il est capable de coacher sur un film qu'il a vu, un livre qu'il a lu, ou une musique qu'il a entendue, ou un truc. Donc c'est quelqu'un qui a une culture générale incroyable, qui est curieux, parce que tout peut lui servir pour rebondir sur ce que dit le client. Et ça, je n'ai pas de bouquin à te donner. C'est regarder des films, lisez les journaux, soyez intéressé par l'être humain, quoi. Voilà. Et ayez de la culture. Voilà. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je suis convaincu que ça va aider beaucoup de personnes, ça va inspirer beaucoup de personnes. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te trouver? Sur le site de l'école de coaching francophone ou sur Facebook au nom de Lionel Calderini. Voilà, je suis pas, c'est pas moi qui communique énormément sur le coaching, je communique sur d'autres choses parce que j'ai une autre façon de voir aussi tout ce qu'on voit sur Internet, tout ça. Donc voilà, on me trouve sur Facebook au nom de Lionel Calderini ou sur École de coaching francophone. On me trouve. Ok, C'est facile. c'est noté. Merci beaucoup en tout cas Merci à toi. pour tous tes apports très très riches, Lionel. Je te dis à très bientôt. Magnifique journée à toi. Merci. Salut. Salut.